Bonjour à tous, deuxième vidéo consacrée à l'évolution et à destination des troisièmes. Dans la vidéo précédente, nous avons soulevé de multiples problèmes et notamment quel âge la Terre a-t-elle et comment s'est-elle formée. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. De tout temps, les hommes se sont posé ces questions et des réponses plus ou moins justes, plus ou moins scientifiques ont été apportées. Les hommes vont observer le ciel et les étoiles pour essayer de comprendre. Et petit à petit, l'Église va imposer sa vision du monde. Dieu a créé la terre et l'homme à son image. La terre et ses habitants sont au centre de tout. Et puis, au XVe siècle, un scientifique va remettre en question les théories de l'Église. Ce scientifique, et il se trouve que c'est un membre de l'Église, c'est Nicolas Copernic. Alors Copernic s'intéresse à l'astronomie et s'instruit des ouvrages des savants grecs, Platon, Aristote, Ptolémée. En se plongeant dans leur lecture, il se rend compte que les arguments des savants grecs pour justifier que la Terre est au centre de l'univers sont assez farfelus, mais que tout devient plus simple et plus logique si ce n'est pas la Terre mais le Soleil qui est au centre du système, la Terre devenant donc une planète comme d'autres tournant autour. Ce modèle qui est proposé par Copernic s'appelle l'héliocentrisme, du grec hélios qui veut dire soleil, pour la différencier du géocentrisme, géos, ça vous fait penser à géographie, c'est la Terre. Copernic ne publie sa théorie qu'à sa mort pour éviter les représailles de l'Église, qui justement vont condamner et interdire le livre. Et pour justifier cette condamnation et cette interdiction, eh bien c'est le fait que Copernic ne présente que des suppositions simplificatrices sans apporter de réels arguments à son modèle. Mais d'autres scientifiques vont le faire après lui. D'abord, Johannes Kepler, il va faire des déductions basées sur des mesures et des mathématiques. Vous découvrirez cela en physique au lycée. Mais cela ne suffit pas pour que les idées s'imposent. Le point de rupture sera apporté par un scientifique italien, Galileo, en français Galilée, et son invention, le télescope. En observant avec le télescope le ciel, il va pouvoir apporter des preuves visibles de l'héliocentrisme. Donc le fait que le Soleil et non la Terre soient au centre du système. Le Soleil est une étoile parmi des milliards et des milliards d'étoiles, et la Terre une des 8 planètes qui gravitent autour. Par ordre d'éloignement au Soleil, il y a d'abord Mercure, ensuite Vénus, Terre et Mars, les 4 sans anneau. Puis viennent Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, les 4 avec des anneaux. La Lune tourne autour de la Terre, c'est le satellite de la Terre. Mars possède 2 satellites, Phobos et Deimos. Dans la mythologie grecque, Phobos et Deimos sont les fils du dieu Arès, l'équivalent du dieu Mars chez les Romains, d'où le nom. Plus généralement, à part Mercure et Vénus, toutes les planètes possèdent des satellites. Les distances entre les planètes étant si grandes, à cette échelle, on ne mesure pas les longueurs en kilomètres, on les mesure dans une autre unité qui s'appelle l'unité astronomique et son symbole c'est UA. Elle correspond à la distance Terre-Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. Donc pour la Terre, ça nous fait 1. Du coup, vous comprenez que les planètes qui sont situées avant la Terre, les planètes plus proches, sont situées à moins d'une unité astronomique. Pour le 0,4 pour Mercure, 0,7 par exemple pour Vénus, tandis que celles qui sont situées au-delà de la Terre sont situées à plus d'une unité astronomique. 1,5 pour Mars et ainsi de suite. Connaissant le volume des planètes et leur masse, on peut également calculer leur densité. Voici les densités des planètes, et vous voyez que là on obtient un tableau qui nous donne la distance au Soleil pour chacune des planètes ainsi que sa densité. Il est alors possible de tracer un graphique représentant la densité des planètes en fonction de leur distance au Soleil.
Voici le graphique que l'on obtient une fois que l'on a placé eh bien, chaque planète. Et lorsque l'on observe du coup bien attentivement ce graphique, eh bien, on constate que les planètes Mercure, Vénus, Terre et Mars, les quatre plus proches, eh bien, elles ont une densité relativement importante, et tandis que les quatre suivantes ont une densité beaucoup plus faible. Ça nous permet donc d'identifier deux groupes de planètes qui portent des noms différents. Donc le premier groupe de planètes feront référence à la planète Terre, on les appelle les planètes telluriques, tandis que les deuxièmes, la référence est Jupiter et on les appelle des planètes joviennes. Donc sur le schéma qui est ici, vous voyez le Soleil et les 8 planètes qui l'accompagnent, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. On a donc dit qu'il y a deux groupes de planètes. Les premières, ce sont les planètes telluriques en référence à la planète Terre. Et le deuxième groupe, les planètes joviennes en référence à la planète Jupiter. Dans le ciel, il arrive également de voir des étoiles filantes. Alors pourquoi? Alors l'image du système solaire tel qu'on l'a décrit jusqu'à présent est incomplète. En vérité, il y a également des astéroïdes qui se trouvent dans le système solaire. Ces astéroïdes, ils ne se trouvent pas n'importe où, ils se trouvent à deux endroits précis, on appelle ça des ceintures. Une de ces ceintures se trouve entre Mars et Jupiter et la deuxième se trouve au-delà de Neptune. Alors parfois, il arrive qu'un astéroïde se détache d'une de ces ceintures. Alors parmi ces astéroïdes, dans la ceinture d'astéroïdes principale, la première, il y a Cérès, Pallas, IG, Vesta. Dans la deuxième, on retrouve notamment Pluton, mais il y en a d'autres, Eris, Oméa, Makemake, etc. Ces astéroïdes sont formés de glace. Et donc, lorsqu'un astéroïde se détache de la ceinture et plonge en direction du Soleil, la glace, qui se transforme, passe à l'état de gaz, forme alors une longue traînée. Et c'est cette longue traînée qui correspond à une étoile filante, ce que l'on appelle la fameuse étoile filante. Bon, dans tout ça, on vient de dire du coup, on vient de démontrer que la Terre n'est pas au centre, mais que c'est le Soleil. Et la Terre, finalement, n'est qu'une planète parmi d'autres et qui tourne autour du Soleil. Sa formation, puisque c'est la formation de la Terre que l'on recherche depuis le début, eh bien la formation de la Terre s'inscrit dans celle de tout le système solaire, des étoiles de l'étoile du Soleil et des autres planètes. Comment le système solaire s'est-il formé? Ben, personne n'était là pour en témoigner, donc comment le savoir? Eh bien en fait, grâce aux observations, deux scientifiques ont trouvé la réponse de l'origine de la formation du système solaire. Alors ces scientifiques dont je viens de vous parler, eh bien l'un est français, c'est Pierre-Simon de Laplace, l'autre est allemand, c'est Emmanuel Kant. Et en 1755, ces deux scientifiques vont exposer leur théorie de la formation du système solaire. Alors, ce qu'ils ont remarqué à l'époque, c'est que toutes les planètes gravitent dans le même plan. Les orbites de toutes les planètes sont regroupées dans un même plan. D'ailleurs, c'est ce qui nous permet de dire que Pluton n'est pas une planète puisqu'elle ne gravite pas dans ce même plan. Vous voyez que sur l'image, toutes les planètes, toutes les orbites sont dans le même plan, sauf Pluton qui est situé au-delà de Neptune dans la seconde ceinture d'astéroïdes. Et donc, si toutes les planètes se trouvent dans un même plan, eh bien pour Kant et Laplace, ça serait la trace, une preuve des conditions initiales du système solaire. Kant et Laplace imaginent un nuage à l'origine du système solaire. Et ils vont se dire, ce nuage va s'effondrer, former une étoile, le Soleil, et les poussières qui seront autour vont être à l'origine des planètes. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est des suppositions, et c'est pas prouvé, et tatati tatata. Alors certes, à l'époque, Kant et Laplace proposent des explications dont ils donnent des arguments, mais qui n'est pas démontré. Sauf que depuis, ben, on a des arguments. Je vous ai parlé de Galilée tout à l'heure. Galilée invente le télescope. Alors ces télescopes, ils vont être perfectionnés au fur et à mesure et 2 siècles et demi après, le télescope spatial infrarouge Spitzer ben, a permis d'observer des nuages et de valider la théorie de Kant et Laplace. Alors vous voyez ici deux nuages, on appelle ça des nébuleuses, la nébuleuse d'Orion et la nébuleuse de la Carène, qui sont observés avec le télescope.
On les voit là, donc là il n'y a plus de doute, ces nuages existent bel et bien. La Terre s'est formée donc en même temps que le Soleil et les autres planètes à partir d'une nébuleuse, et comme l'étoile en question c'est le Soleil, on parle de nébuleuse solaire. Le système solaire est né il y a 4,5 milliards d'années à partir d'un nuage qui correspond à la nébuleuse solaire. Sous l'effet d'une perturbation qui correspond en réalité à l'explosion d'une étoile à proximité, ce nuage s'est effondré lentement sous son propre poids. C'est la deuxième image que vous voyez sur la vignette, la B. Le nuage s'est ensuite aplati, formant un disque, c'est l'image C, et au cœur de ce disque, pression et température sont telles que des réactions nucléaires démarrent et produisent par là même de la lumière. C'est le Soleil qui se forme. Au fur et à mesure du temps, alors autour de ce Soleil, il y a des blocs de roche, des tout petits blocs de roche. Et au fur et à mesure du temps, ces blocs se regroupent les uns les autres jusqu'à former les planètes. Entre Mars et Jupiter, cela dit, ainsi qu'au-delà de Neptune, les blocs de roche ne vont pas se réunir et vont rester tels quels. Ça correspond aux astéroïdes qui forment donc la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter et au-delà de Neptune. Alors, la Terre, aussi appelée planète bleue, est recouverte de 70% d'eau. Avec le scénario que nous avons décrit, nous n'avons pas encore d'océan. Donc, à quel moment les océans sont-ils apparus? Eh bien, ce sont les météorites qui ont apporté de l'eau. Chaque petite météorite qui est tombée sur la Terre a apporté quelques gouttes d'eau. Et goutte d'eau après goutte d'eau, au fil des collisions, eh bien, ça a libéré de plus en plus d'eau jusqu'à former les océans. Vous avez ici une reconstitution de la surface de la Terre à deux périodes. Il y a 4,5 milliards d'années, les météorites tombent et apportent quelques gouttes d'eau. Et il y a 3,8 milliards d'années, vous voyez que l'eau est apparue. Les océans primitifs sont formés et ces océans deviennent un terrain propice à l'apparition de la vie. Apparition de la vie que nous verrons dans la prochaine vidéo.